venez, monsieur, de prononcer contre moi des accusations singulièrement graves. Vous en êtes-vous douté? Vous m'avez accusé d'avoir trahi mon mandat, d'avoir vendu le Congo, d'avoir eu vis-à-vis de l'Allemagne, moi, ministre de la guerre, une attitude faible, pusillanime, humiliée même, avez-vous dit. Il faut faire justice. L'accusations que je viens de dire graves et qui sont puériles parce qu'elles ne reposent sur aucune espèce de fondement. Nous avons eu vis-à-vis de l'Allemagne une attitude faible et humiliée et qu'en donc? N'ai-je pas, tout cet été et en toutes circonstances, marqué la confiance profonde que j'avais dans l'armée dont je suis le chef? N'ai-je pas tout cet été répété chaque fois que l'occasion m'en était offerte que s'il fallait recourir à la force des armes, j'avais la pleine conviction que la France remporterait la victoire, que la République serait victorieuse de la monarchie assez audacieuse pour l'attaquer, mais en même temps que j'affirmais par des paroles qui correspondaient du reste entièrement à mon sentiment profond, en même temps que j'affirmais par des paroles la confiance que j'avais dans la gloire et dans les destinées de mon pays, qu'il fallait faire la guerre. Cette guerre de tout mon pouvoir aussi, dans les conseils du gouvernement, je me suis efforcé d'en écarter l'éventualité. Vous savez ce que serait une guerre moderne? Vous savez que ce serait 3 millions d'hommes envoyés à la frontière, que ce serait la suspension instantanée de toute activité économique, industrielle, commerciale, agricole. Et même si la victoire, comme j'en avais et j'en ai la confiance, devait couronner les efforts du pays, ne voyez-vous pas quelle ruine serait accumulée sur la nation qui n'aurait pas craint de recourir ainsi à la force des armes pour une cause qui ne vaudrait pas une telle catastrophe et un tel cataclysme? Un conflit sanglant dont l'issue eût été la mort de milliers de Français. Nous avons préféré l'arrangement qui vient d'être l'objet de si vives et de si violentes critiques. Nous avons cédé sans doute en Afrique équatoriale des territoires considérables par leur superficie. Et que valait-il? Pas grand-chose, je vous assure. Et si le temps ne me manquait pas, il me serait très aisé de vous démontrer que la valeur économique de ces territoires n'équivaut pas à la 100e partie de celui que nous avons donné à la France, de cette terre voisine, salubre, fertile, peuplée d'une race laborieuse, intelligente, belliqueuse à la vérité, mais déjà à demi civilisée, qu'est le Maroc. Oui, nous avons la gloire et la fierté d'avoir ajouté à la couronne coloniale de la France déjà si belle un fleuron nouveau, peut-être le plus magnifique de tous, le Maroc, c'est-à-dire une terre située à nos portes, une terre où tous les Français peuvent aller s'établir, où les cultures sont les mêmes que chez nous, où le climat ne diffère pas beaucoup de celui du midi de la France, et où nous édifierons une construction magnifique avec l'expérience que nous a donnée déjà la conquête de l'Algérie et celle de la Tunisie. Et en même temps, nous avons sauvegardé la paix. Nous l'avons sauvegardée dans le présent, puisque, sans le moindre doute, à mon sens, une tension politique telle serait résultée de la rupture des négociations de cet été, que cette tension aurait sûrement abouti dans un délai très bref au grand conflit. Et nous l'avons sauvegardé dans l'avenir,
Car pour la première fois, peut-être, avons-nous inscrit dans un traité qu'a signé l'Allemagne le recours à la Cour d'arbitrage de la Haye. Le vieux principalement bismarckien, c'est que la force prime le droit. Et nous avons pu faire inscrire par les Allemands dans un traité qu'ils ont signé le contraire. Dorénavant, dans tous les conflits africains, ce sera le droit qui primera la force.